Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Vous l'avez peut-être remarqué, chers amis, nous abordons rarement, pour ne pas dire jamais, le cas des petits malfrats du genre attaque de banque, prise d'otages, révolte dans les prisons, etc. Nous n'abordons pas ce genre de dossier car l'actualité se charge malheureusement de vous en informer. Aujourd'hui pourtant, c'est une histoire de gangster à la mie de pain que je vais vous conter. Elle nous intéresse pour une seule chose. Il y est question du témoignage des prêtres. Ces prêtres qui parcourent les prisons et dont le sacerdoce est certainement l'un des plus difficiles qui soit. Un jour de septembre 1958 à Marseille, cette ville que l'on a tendance à considérer comme la capitale des truands, un jour de 1958, M. Van Mal sort de sa bijouterie en titubant. D'une main, il tente vainement de retenir un jeune voyou d'une vingtaine d'années qui vient de briser la vitrine de son magasin et s'enfuit en emportant les bijoux. Le jeune voyou n'est pas seul, un autre court devant lui, un autre attend au volant d'une 403 volée. M. Van Mal ne pourra rattraper ni l'un ni l'autre, et quelques minutes plus tard, il va mourir sur le trottoir. Il a pris une balle en pleine poitrine. La police de Marseille est déjà sur les dents depuis une bonne semaine. La même attaque, commise semble-t-il par la même bande de jeunes amateurs, s'est produite il y a à peine une semaine dans une banque de la ville. Quelque temps plus tard, la chance va servir la police. Sur l'autoroute de Marseille à Aix-en-Provence, un camion de 20 tonnes voit tout à coup une aronde foncer littéralement sur lui. La voiture a emprunté l'autoroute à contresens et roule à une vitesse folle. L'accident est inévitable. Il est mortel pour tous les occupants de la voiture, 4 jeunes gens de 17 à 20 ans. Parmi les victimes, un jeune caïd dont la police surveille depuis longtemps les activités. Son signalement correspond à celui de l'un des 3 attaquants de la bijouterie Van Mal. L'enquête qui suit met à jour un petit milieu sordide d'une quarantaine de jeunes gens et jeunes filles, dont les uns sont souteneurs, les autres prostituées, et n'ont même pas 16 ans. Au milieu de cette bande, une femme. Elle est mariée, elle a un enfant oublié quelque part, et elle fait le trottoir au bénéfice de l'un ou l'autre de ses jeunes compagnons. Elle se fait appeler Michel, et nous conserverons ce prénom car son rôle n'est pas joli. Michel est interrogée comme tout le monde par la police, et la première des choses qu'elle fait, c'est de dénoncer ses petits camarades. L'une de ces dénonciations concerne le jeune caïd, mort sur l'autoroute de Marseille, et les 2 autres mettent en cause un certain Louis et un certain Francesco, dont elle dit qu'il était son amant. En ce qui concerne le hold-up de la bijouterie Van Mal, la police marseillaise a surtout recueilli les déclarations d'un jeune témoin de 14 ans qui a vu toute la scène depuis l'appartement de ses parents. L'enfant a déclaré notamment qu'il avait aperçu 4 bandits vêtus de chemisettes aux teintes criardes. Michel, dans sa déposition, où elle accuse Louis et Francesco, prétend qu'elle était également dans la voiture vêtue d'un chemisier rouge, ce qui aide la police à considérer son témoignage comme irréfutable. On imagine mal, en effet, qu'elle dénonce n'importe qui puisqu'elle s'accuse elle-même. Considérablement aidés par les indications de la jeune femme, les policiers arrêtent sans trop de mal Louis et Francesco. Je dis sans trop de mal, si l'on veut bien considérer que c'est une routine pour la police de Marseille que d'écumer chaque soir et pendant des semaines tous les bistrots et les bouches de la ville. Après une reconstitution dramatique du hold-up, au cours de laquelle Louis et Francesco se conduisent odieusement, leur attitude devant les assises devient bien différente. Louis est un jeune hystérique qui ne cessera de nier avec une mauvaise foi évidente. À cause de lui, les audiences seront souvent suspendues,
car les policiers sont obligés de le traîner littéralement jusqu'à son box, de calmer ses colères venimeuses et de le faire taire à plusieurs reprises quand ses propos dépassent la plus élémentaire correction. Francesco, lui, nie avec d'autres moyens, ne cesse de crier qu'il est innocent, qu'il paye pour un autre, et les confrontations qu'il oppose à son accusatrice Michel sont tendues. Elle jure, sous serment, qu'il était avec elle dans la voiture. Il jure, devant Dieu, que ce n'est pas vrai, qu'ils étaient tous les deux ce jour-là à Martigues. Il ne sait pas pourquoi elle ment, il la supplie d'avoir pitié et de dire la vérité. Un seul personnage serait peut-être capable de la dire, cette vérité, mais il n'est pas là. Les autorités ecclésiastiques lui ont interdit de venir témoigner aux assises. Il n'a pu faire qu'une chose, écrire au garde des Sceaux la lettre suivante. « Je prends Dieu à témoin et j'engage mon honneur d'homme pour dire que je sais de source sûre, absolument incontestable, que Francesco est entièrement innocent, mais je suis lié par le secret qui m'a été confié, je ne peux en dire plus. » Cette lettre est signée Abbé Limousin, aumônier de la prison des Baumettes. Cette lettre n'empêchera pas la condamnation à vie pour Francesco et bien entendu pour Louis, mais elle va faire grand bruit et son auteur sera quand même amené à témoigner en personne au cours d'un autre procès. Cette lettre que l'aumônier de la prison des Baumettes adresse au magistrat pose un problème. Tout le monde sait que les prêtres sont liés par le secret de la confession. Et le pire des criminels pourrait même se confier à un prêtre en dehors du confessionnal sans que ce dernier le dénonce. C'est le cas de l'abbé Limousin. Cette règle instituée pour soulager les chrétiens de leurs petits péchés véniels quotidiens devient parfois une véritable barrière pour la justice. Imaginez simplement qu'un homme vienne dire en confession « J'ai tué 10 petits-enfants et je vais en tuer 10 autres en sortant d'ici. » Eh bien, le prêtre n'a qu'une seule chose à faire, et c'est la seule qui lui soit permise. Tenter de dissuader cet homme. Dans le cas qui nous occupe, assigné par la défense, le prêtre se fit excuser de ne pouvoir répondre à cette citation. L'aumônerie générale des prisons avait fait savoir qu'elle interdisait à tous ses aumôniers de venir témoigner en justice sous quelque prétexte que ce soit. Elle précisait en outre que le dépositaire d'un secret ne pouvait accepter de témoigner à la place d'un pénitent. Si l'abbé Limousin savait quelque chose susceptible d'innocenter Francesco, il était désormais trop tard. Et il faudrait un fait nouveau, d'une extrême importance, pour entreprendre la révision du procès. Eh bien, il y eut un fait nouveau. Quelques mois plus tard. Oh, ce n'était pas d'une extrême importance, c'était une simple petite erreur, un tout petit oubli de la formidable machine judiciaire. Et la défense allait sauter sur l'occasion. Cet oubli allait redonner de l'espoir à Francesco, à toute sa famille italienne, qu'il avait soutenue tout au long du procès. Francesco n'avait jamais, mais jamais cessé de crier qu'il était innocent dans sa cellule. Ses gardiens s'étaient rendus compte qu'il n'était pas le genre d'individu à jouer l'innocent pendant quelques semaines pour se lasser ensuite de prêcher dans le désert. 3 fois déjà, il avait tenté de se suicider, et pour ne plus l'entendre, on avait dû un jour l'enfermer dans la cellule des isolés. Ce qui va permettre à la défense de faire revenir Francesco devant ses juges, c'est que justement, ces juges ont oublié de le juger pour une toute petite chose. En effet, la voiture qui avait servi au hold-up de la bijouterie Van Mal, une 403 noire, avait été volée. Mais qui l'avait volée? Et qui fallait-il condamner pour ce vol? Personne n'en avait parlé pendant le procès d'assises, comme cela aurait dû être le cas. L'accusation reconnaît qu'il est difficile d'imputer ce vol à l'un ou l'autre des accusés. Mais il peut y avoir recel. En d'autres termes, si l'on estime que Francesco était dans la 403 au moment du crime, on confirme le verdict de la cour d'assises. Si au contraire, on l'acquitte, c'est la porte ouverte à la révision.
Bien entendu, la dénommée Michel, qui est seule à affirmer que Francesco était avec elle dans la voiture, va de nouveau subir l'assaut des questions des défenseurs. Ils vont essayer de prouver à la cour que Michel ment sur un détail et qu'elle est donc capable de mentir sur le reste. Elle a toujours prétendu qu'elle portait un chemisier rouge le jour du hold-up et n'a jamais été capable de dire d'où lui venait ce chemisier. Cela peut paraître dérisoire, mais c'est le seul espoir qui reste. Sur ce point, les déclarations de Michel ne seront guère plus précises que lors du premier procès. Tantôt, elle dit l'avoir acheté elle-même. Tantôt, on le lui a donné. Ou c'est Francesco qui le lui a offert. Ou bien, elle ne se rappelle plus. En tout cas, elle n'est plus en sa possession. Et ce qu'elle en a fait reste un point d'interrogation. Une fois, elle l'a mis dans une poubelle. Une autre fois, elle l'a caché dans le trou d'un mur où on ne l'a pas retrouvé. Bref, la défense réussit à faire la preuve que Michel ment, et sans laisser aux témoins le temps de respirer, elle repose la question en espérant le coup de théâtre. Alors, qui était dans la 403 ? Et Michel répond, Francesco. Tout le talent des avocats n'a pas réussi à démonter l'obstination de cette femme. Elle ment certainement, mais quoi faire ? Il ne reste plus qu'à utiliser à nouveau le secret de l'abbé Limousin. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Une nouvelle lettre de l'abbé va faire sur la cour suffisamment d'impression. Le vendredi 11 janvier 1963, Michel a dit et redit à plusieurs reprises, en présence d'un officier de police, que si elle m'avait confié un secret, elle m'en libérait totalement. Cette phrase a été consignée dans un procès-verbal qui a été signé par elle. Je me considère donc libéré de mon secret et je suis prêt à dire à la justice ce que je sais. Je redis ma conviction profonde, que Michel était sincère au moment où elle m'a fait ses confidences. Elle voulait décharger sa conscience des conséquences d'un témoignage qui ont entraîné à l'égard d'un innocent une lourde peine criminelle. L'avocat général va donc demander à reporter le verdict pour permettre une confrontation entre le prêtre et la prostituée. Le jour de cette confrontation, une multitude de journalistes espérait la bonne aubaine. Ils attendaient une scène dramatique entre les deux témoins principaux et tous les flashs crépitèrent au moment du traditionnel serment. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, devant Dieu et devant les hommes, avait ajouté le prêtre. Voici sa déposition. Je ne suis pas assez naïf pour croire n'importe quel détenu qui se prétend victime d'une erreur judiciaire. Si on m'a désigné pour occuper le poste d'aumônier de prison, c'est qu'on pensait que je n'étais pas un petit garçon. Si j'ai acquis la conviction que Francesco est innocent, c'est que des personnes bien informées du milieu marseillais le disaient. Je suis allé 3 fois revoir Michel, et c'est dans un climat de sincérité évident qu'elle m'a avoué que Francesco n'était jamais monté dans la 403 noire et qu'il n'avait pas participé au hold-up. Elle me l'a ensuite confirmé par une lettre et j'ai détruit cette lettre. J'avais de bonnes raisons pour cela. Au cours de la campagne de presse qui s'est déclenchée à l'issue du procès d'assises, j'ai déclaré à la radio que je détenais la preuve de l'innocence de Francesco. J'ai eu peur que l'on trouve cette lettre, car la maison que j'habite est un véritable moulin d'anciens détenus. Ils sont fréquemment hébergés, et je ne voulais pas qu'elle tombe entre n'importe quelle main. Je demande à la justice de faire confiance à ma parole de prêtre. Lorsque ce fut au tour de Michel de venir déposer, il y eut une légère détente dans le suspense de ce procès d'appel. En effet, sans malice, après avoir demandé les noms et prénoms du témoin, le président ajouta « profession » et l'ancienne prostituée répondit « ménagère ». Il y eut quelques murmures et le président commenta « je vous félicite pour cet avancement ». Avancement ou pas, le changement de catégorie professionnelle du témoin ne fit pas varier d'un pouce son attitude. Je n'ai jamais fait de confidence à l'abbé Limousin. J'affirme au contraire avoir été harcelé de lettres de sa part qui me demandaient
de revenir sur mes déclarations. Je tiens ces lettres à la disposition de la justice. » Le dernier espoir de Francesco, s'il est innocent, vient de s'effondrer une fois de plus, dans le sourire satisfait de Michel, sûr d'elle-même, en apparence du moins. Pour l'abbé Limousin, le coup est dur, et il se contente de déclarer au juré « Ou bien je suis fou, ou bien je suis menteur, ou bien je dis vrai. Il n'y a pour vous que ces 3 solutions. Vous choisirez entre les 3. » En choisissant le témoignage de Michel, dit un journaliste, les juges d'appel ont pensé que le bon témoin était celui qui n'avait jamais varié dans ses déclarations lorsqu'il s'agissait d'accuser. L'abbé Limousin fit part à son évêque, Monseigneur Lallier, de son amertume sur la justice qui avait paru mettre en doute sa parole de prêtre. « On a préféré, écrit-il, les paroles d'une fille pervertie. Je n'ai pas à la juger sur sa conduite, mais ce qui existe ne peut être effacé, et il est impensable que l'on m'ait pris pour un mythomane ou un fou. J'ai senti, dès mes dernières paroles, qu'on me donnerait tort. J'avais cru à un sursaut de conscience de la part de Michel. J'avais cru de mon devoir de détruire la lettre qu'elle m'avait adressée. Cette lettre était le prolongement palpable d'une confidence faite sous le sceau du secret, et je n'avais pas le droit de la garder. Maintenant, il est trop tard. » Pour les défenseurs de Francesco, l'affaire est dans une impasse définitive. Condamné au bagne à vie en 1960 pour complicité d'assassinat, il dépose en 3 ans 3 recours en grâce. En 1966, enfin, à l'âge de 30 ans, il obtient la grâce présidentielle en vertu du vieil adage « Mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison ». Francesco vit actuellement en Italie et il est interdit de séjour en France. Il a fait parvenir aux journalistes français le récit complet de son enfance, de sa vie et surtout de sa liaison avec Michel, et pour lui la vérité se résume ainsi. Il a connu Michel dans la petite bande de Gouaps dont il faisait partie et dont il a réprouvé les activités. Sa seule excuse, c'est qu'il était trop jeune et qu'il avait de mauvaises relations. Il affirme que Michel a voulu se prostituer pour lui et qu'il n'a eu qu'un tort, celui d'accepter l'argent qu'elle lui offrait. Un jour, il est tombé amoureux d'une autre prostituée et Michel a surpris cette liaison coupable quelques jours seulement avant le hold-up que la bande avait organisé. C'est donc par jalousie qu'elle aurait affirmé sa participation au meurtre du bijoutier Van Mal en profitant du fait que le véritable coupable était mort dans l'accident de l'autoroute de Marseille. J'ignore si cette vérité vous convaincra. Mais pouvons-nous douter de la parole d'un prêtre ? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.